Bonjour et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir des sujets qui nous passionnent dans une ambiance détendue. Alors aujourd'hui, on est toujours dans la saison 10 de l'émission et je suis ravie d'accueillir mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. J'ai la chance de travailler avec lui et je dois dire que c'est un honneur de te recevoir, Denis Francillon. Merci, merci Denis d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci Lindia. Je suis d'autant plus heureux que je suis avec vous, donc merci infiniment de m'accueillir. Eh bien, je suis également ravie de retrouver mes acolytes, Audrey Deléris, notre chasseuse de tête, et Pierre Landy, notre exécutive mentor, qui m'accompagne dans cette interview et qui feront bien entendu leur chronique en fin d'émission que vous attendez tous. Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Et très contente d'être là, comme à chaque fois, de retrouver votre bonne humeur à toi et Pierre, et puis d'accueillir Denis. Donc j'ai hâte, Denis, que tu nous racontes plein de choses sur ce beau sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de recrutement, parce que vous savez que c'est quand même ce que j'aime faire et ce sur quoi j'aime partager. Et je vais vous parler du recrutement de Selma, quand c'est le juriste qui choisit son manager. Parfait. Ah, mais hâte d'en savoir plus sur Selma. Merci beaucoup, Audrey. Et Pierre, tu m'as l'air bien tranquille sur le plateau, à gauche de nous tous. Non, Tu mais m'as au l'air bien contraire, calme. j'allais dire que quand je lance la musique au début de la saison 1 et 2, vous dansiez avec moi. Je suis plus que le seul à danser pendant le générique. Je me sens un peu seul, mesdames. Je tenais à faire le commentaire pour ceux qui nous écoutent seulement. Vous regarderez la vidéo. On va te ceci comme ça. Je profite de faire ma page de pub. J'ai lancé mes chaînes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le Leadership Wizard. Je vous invite à aller jeter un œil. J'en ai sur TikTok. Enfin, moi, je suis sur TikTok, Instagram, YouTube et évidemment LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sujet suivant, comment motiver, fidéliser son équipe quand on n'a pas beaucoup de budget. Eh bien, tout un programme. Merci beaucoup, Pierre, qui en plus fait sa publicité, hein. Il ne se gêne pas. Il fait comme chez lui. Vous le connaissez. Totalement, Pierre, juste Leadership Wizard. Pierre, juste petit souci technique au niveau du son. Peut-être qu'on pourrait mieux t'entendre si possible. Ne touche pas à tout, mais essaye de faire quelque chose. On compte sur toi. Alors, le titre de cette émission, Denis, Heureux qui communique. Nous y voici. Cher Denis, ça fait longtemps que nous avions envie de t'entendre sur ce plateau. Moi, j'adore ce titre. Et qu'est-ce que ça veut dire heureux qui communique? Est-ce qu'on est heureux quand on communique, Denis? Oui, on est heureux quand on communique, on est heureux quand on se comprend, on est heureux parce que c'est un exercice de partage. Et je vais vous parler d'un sujet qui est quand même un peu sérieux, qui est la communication stratégique. Mais la communication stratégique peut rendre heureux. Donc, heureux qui communique. Parfait, parfait. On continue sur cette belle lancée. Et Denis, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Alors, je suis Denis Francillon, je suis le président du cabinet Intuition, un cabinet de conseil en communication. J'ai à peu près 35 années de communication derrière moi. J'ai démarré dans le monde de l'audiovisuel. J'ai poursuivi à La Poste, où je suis rentré totalement par hasard pour quelques mois, puisque La Poste cherchait un espèce de couteau suisse pour aider à mettre en œuvre le partenariat de La Poste durant les Jeux Olympiques d'Albertville. Donc, ça nous rajeunit pas. Et puis, comme La Poste est une entreprise attachante, j'y étais rentré pour quelques mois et j'y suis resté plus de 30 ans, où j'ai exercé des responsabilités de directeur de la communication en département dans le Rhône, puis en région. Et puis après, j'ai été happé par la capitale, où je suis devenu directeur de la communication du réseau de La Poste, puis de la branche grand public et numérique. Pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est l'ensemble des bureaux de poste qui est géré par cette branche. C'est à peu près 50 000 collaborateurs, quelques milliards de chiffre d'affaires et 17 000 points de contact. Donc, c'est un très, très beau réseau de distribution. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années en tant que dirigeant, eh ben, j'ai souhaité voir autre chose et puis mettre à profit mon expérience d'une autre manière. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon petit cabinet de conseil qui s'appelle Intuition. Alors, Intuition écrit d'ailleurs de manière un peu différente. Peut-être que tu vas nous expliquer pourquoi. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter Intuition et son activité? Alors, intuition, tu as raison, Pierre, avec le 8, parce que d'abord, le 8 est un chiffre fétiche qui m'a toujours accompagné. Et puis, l'intuition, c'est un mode de fonctionnement que je pensais un peu négatif au départ,
mais j'ai quand même fait des petites recherches et j'ai vu que Einstein, j'ai vu que Spinoza, j'ai vu que Descartes trouvaient que c'était un mode de fonctionnement qui allait bien. Et donc, c'est vrai que ça me correspond parce que je suis assez intuitif, j'ai un peu de pif en général. Et c'est vrai que quand on m'a dit, bah, écoute, trouve un nom sympa pour ton entreprise qui te permettra de te lever le matin avec le sourire, j'ai trouvé qu'intuition, ça me correspondait bien. Alors, je l'ai créé parce que j'ai eu l'envie de créer une structure guidée par l'envie d'être au service du sens. J'adore décortiquer en fait ce qu'une entreprise et ce que ses dirigeants veulent dire. Et puis j'essaye de le transcrire de manière précise, de manière impactante pour gérer leurs différentes problématiques de communication. Donc je rédige des récits en fait stratégiques pour le compte d'entreprise. Je travaille avec des clients en direct et je travaille aussi avec un réseau d'agences avec lequel je m'entends particulièrement et on se fait totalement confiance et c'est un vrai bonheur de bosser comme ça. Et justement, Denis, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est pour toi la communication quand elle est au service de la stratégie? Alors, je ne sais pas si j'ai une définition précise, en tout cas j'ai quelques convictions. La première des convictions, c'est que c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'il nécessite de concilier deux choses qui sont parfois un peu contradictoires. D'abord, évidemment, traduire clairement hein, les changements souhaités par les dirigeants de l'entreprise, clairement ces changements qui conditionnent en fait l'avenir de l'entreprise. Et puis d'autre côté, bah, faire face à des résistances au changement qui sont bien naturelles parce que bah, c'est le réflexe de tout à chacun hein, d'être un petit peu réticent au changement. Moi, je le suis aussi. Hein. Alors, on se soigne tous, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on nous annonce parfois de mauvaises nouvelles. Et le dilemme, c'est justement de faire la part des choses entre une intention stratégique et puis un discours où on est parfois obligé de tout dire, même si des fois on peut choquer, on peut générer des inquiétudes, on peut parler d'une délocalisation, on peut parler d'un plan de restriction d'entreprise, on peut parler d'un déménagement. Mais dans le même temps, il faut qu'on inspire, il faut qu'on motive, il faut qu'on mobilise les collaborateurs. Et c'est ça qui est très compliqué dans ce métier. Et puis la deuxième conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que la communication stratégique doit être portée par les dirigeants de l'entreprise. Ce n'est pas un sujet pour les communicants. Nous, on crée les conditions pour, mais effectivement, derrière, c'est effectivement toute la ligne managériale qui s'empare de ce sujet pour partager la vision et pour partager le sens dans des cercles concentriques. Hein. On part du top management, on va vers les managers de managers quand il y en a, on va vers les managers opérationnels et puis évidemment l'ensemble des collaborateurs. Ce que je vis en tant que communicant, c'est souvent qu'on m'interpelle sur le comment quand on aborde ce sujet de la communication stratégique, alors qu'il y a bien d'autres questions à se poser avant d'aborder ce fameux comment. Il y a la question du quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire, la clarté du propos, la concision du propos. Il y a la question du qui dans l'entreprise ou dans l'organisation qu'on accompagne incarne le mieux le porteur du discours stratégique. Il y a le à qui. Alors, en général, quand on parle de stratégie, on s'adresse à tout le monde, mais on ne s'adresse pas forcément à tout le monde en même temps. Et donc, ça pose nécessairement la question du quand qui est très souvent ignoré quand on aborde ces sujets-là. Alors, je ne veux pas faire trop le savant, mais Aristote parlait du kairos, le fameux moment opportun. Et j'adore cette phrase qu'il nous a livrée, c'est parce que la flèche est tirée au bon moment qu'elle atteint le centre de la cible. En matière de communication, c'est exactement la même chose. Ça suppose effectivement de tenir le bon moment, de regarder autour de nous comment ça se passe, de capter les signaux forts et les signaux faibles de l'auditoire, de regarder si médiatiquement, il n'y a pas des choses qui vont sortir et qui vont totalement nous engloutir et nous rendre totalement inaudibles, voir s'il y a des paramètres sociaux ou économiques dont il faut tenir compte. Voilà les deux grandes convictions que je voudrais vous livrer aujourd'hui. Et je suis totalement d'accord avec toi et je vais rajouter une anecdote puisqu'on on s'adresse beaucoup aux juristes d'entreprise. Parfois, à l'inverse, ça paraît être une évidence que c'est un problème juridique et ça ne doit pas du tout être traité comme un problème juridique, mais ça doit être traité par la com. Et Absolument. maintenant, cette histoire a 25 ans et tout le monde la connaît, mais lorsque je suis arrivé chez Yahoo en l'an 2000, il y a eu une affaire qui s'appelait l'affaire des objets nazis. Et ça a commencé dans Paris Match par une double page Yahoo Portail des nazis, puisque sur le site américain étaient vendus des porte-clés, l'effigie d'Hitler, des tapis de souris avec des croix gammées, etc.
Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, tout ça est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui permet de tout dire et c'est la liberté d'expression absolue, alors que, comme vous le savez bien sûr, en France, de tels signes sont totalement prohibés, à part dans un cadre éducationnel, cinématographique, etc. Et en fait, rétrospectivement, on s'est embarqué sur une bataille juridique avec Yahoo, en voulant expliquer que voilà, le droit français ne s'appliquait pas à un site américain, même s'il était reçu en France, que c'était deux systèmes juridiques. D'ailleurs, que dans le site Yahoo France, il n'y avait rien de tout ça, mais c'était sur le site Yahoo US et que le juge français ne pouvait évidemment imposer des choses au juge américain. Bref, on est parti là-dedans. En niveau juridique, on a perdu en France dans tous les procès. On a à l'inverse gagné tous les procès aux États-Unis. Mais c'est où on a perdu absolument certainement, c'était sur la communication. Et rétrospectivement, c'était bien plus une question de com qu'une question juridique. C'est-à-dire que je pense que ce que les Américains qui menaient l'affaire et nous, qui étions à fond dedans, on a sous-estimé, c'est l'impact émotionnel, notamment en France et en Europe, de ce sujet versus une question strictement juridique où nous estimons que nous avons raison. Et d'ailleurs, on avait raison vu les victoires qu'on a eues des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, tout ça pour dire à nos amis juristes que parfois, il ne faut pas vous entêter dans votre position juridique. Et beaucoup de juristes que je coach, je leur dis, OK, tu as raison d'un point de vue juridique, mais en fait, va voir Corporate Communications parce que c'est en fait à eux de prendre le lead. Même si tu as raison, il est plus intéressant de partir sur le domaine de la com que sur le domaine du juridique. Voilà, c'était une longue histoire, mais je voulais partager parce que je trouvais ça intéressant par rapport à ce que tu dis. Non, mais c'est Parfois, génial, Pierre, parce c'est... que Voilà. c'est exactement ça, parce que on fait partie effectivement de la gestion de crise dans ces cas-là. Effectivement, corroborer les avis. Il y a les avis de techniciens dans un domaine particulier, le juridique en est un. Puis il y a des domaines plus émotionnels. Et donc, la communication en fait partie. Et c'est vrai qu'en général, on fonctionne bien aussi avec les juristes dans ces situations-là. Alors, Denis, pour revenir à ce que tu nous évoquais comme les bonnes questions à se poser, que tu nous as évoquées tout à l'heure, bien sûr que ça paraît évident d'y répondre, ça semble logique, mais comment on fait? Bah, c'est d'abord un sujet de positionnement, mais ça rejoint ce qu'évoquait Pierre à l'instant. La communication est une fonction stratégique qui engage la totalité de l'entreprise. Et pour ça, elle doit être positionnée au bon endroit. Moi, j'ai souvent tendance à dire au cœur du réacteur de décision de l'entreprise, euh, parce que effectivement, l'entreprise accompagne, la communication accompagne toute l'entreprise, et c'est vraiment le lieu où elle doit être, le COMEX, le directoire, le CODIR. Il faut vraiment que la com soit positionnée là et identifiée, y compris par les juristes, quand il y a des sujets comme Pierre vient d'évoquer. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est la question de la finalité. La fonction communication est là pour comprendre ce qui se dit et ce qui se passe dans l'entreprise, et puis surtout pour faire comprendre ce que l'entreprise a à dire. Parfois, faire se comprendre des populations qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas forcément au sein d'une même organisation la même culture. Euh, Faire adhérer, évidemment, l'objectif quand même, c'est de faire en sorte que l'ensemble du corps social, l'ensemble des collaborateurs adhèrent à ce que leur dit l'entreprise pour évidemment mobiliser chacun et évidemment agir dans le sens qui bénéficie à l'entreprise et qui défend la cause en fait que chacun est en train de poursuivre. Et puis, c'est pas beaucoup plus. Je dirais qu'une fois qu'on a dit ça, il faut s'y tenir. Alors, c'est pas beaucoup moins non plus, mais l'évidence, en tout cas, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que la communication est un véritable levier stratégique, un véritable levier pour partager le sens stratégique, et que c'est pas un moyen à part, c'est quelque chose de consubstantiel de l'entreprise, si tant est qu'on puisse appliquer et activer un certain nombre de principes. Alors bah, là, tu nous mets un teaser de malade. Du coup, c'est quoi ces principes que l'on peut activer? Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Le premier principe, c'est celui qui nous a été enseigné par Nicolas Boileau, qui touche à la clarté du propos. Alors, je suis sûr que vous connaissez tous sa phrase, hein. Alors, je vais essayer de la retranscrire le mieux possible, mais il disait: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. C'est le principe de base. C'est la manière dont on commence par penser ce qu'on a envie de dire, et puis essayer de convaincre l'auditoire, écrire un récit stratégique le plus intelligible possible par le plus grand nombre. Et le second principe, c'est la manière de partager le propos, euh, en partant de l'idée qu'un bon message mal porté, malheureusement, a peu de chances de convaincre. Parfois, un mauvais message bien emballé
peut faire illusion pour peu de temps. Et donc, il s'agit de capter l'attention et puis de faire en sorte que chacun perçoive un intérêt à ce qu'on lui dit pour adhérer ou pas, parce qu'on n'oblige personne à adhérer. Chacun doit se forger son opinion, mais il est de la responsabilité de l'entreprise et donc de la fonction communication de donner accès aux différentes informations pour se forger l'opinion. Et puis, tout ça répond à un certain nombre de réflexes. Mon premier réflexe, c'est la reformulation. Moi, je ne m'engage jamais dans l'accompagnement d'une entreprise ou d'un dirigeant sans être sûr de vérifier avec mes propres mots ce que mon interlocuteur me dit. Est-ce que j'ai la capacité de transcrire, de retranscrire ce qui m'est dit. Le deuxième réflexe, c'est l'analyse de ce qui manque. Parce que ce n'est pas le tout de dire plein de trucs, mais il manque aussi plein de choses pour étayer, pour donner plus de clarté, pour construire une logique, pour donner de la puissance au discours. Et ce que j'ai envie de proposer à mes interlocuteurs assez souvent, hein, c'est d'aller voir au-delà. Les Anglais disent see beyond the cube, aller chercher au-delà du discours ce qui est dit. Et puis aussi, il y a des non-dits. J'ai une petite formule qui est qu'est-ce que tu ne me dis pas quand tu dis ce que tu dis. Et c'est vrai que quand les gens perçoivent dans un propos qu'il y a du non-dit, qu'on cache des choses, souvent, on dit qu'il y a un loup, et c'est vrai qu'on n'est plus audible parce que les gens se focalisent sur ce qu'ils cherchent dans le propos, et en fait, ils n'écoutent plus ce que vous leur racontez. Et puis le troisième réflexe, sous forme de question que je pose à mes interlocuteurs, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent en fait, la note de tête de ton propos, un peu comme un parfum, hein, qu'est-ce que tu veux qui reste une fois que tu as porté ton discours, aussi stratégique soit-il. Voilà, donc c'est un ensemble à la fois de questionnements et puis de bons réflexes qu'il faut activer pour entreprendre ce travail de communicant. J'aime beaucoup cette métaphore avec le parfum, donc je trouve ça très imagé, donc merci beaucoup. Ouais, Comme ça, c'est très clair pour nous tous. Et je voyais Pierre, Lydia et moi d'ailleurs, on est en train d'acquiescer à tout ce que tu disais précédemment. Donc je vois que tous les principes, ils sont très convaincants. On est tous voilà, convaincus du coup, forcément. Mais concrètement, on aime bien le concret dans le Legal Club Sandwich. Lydia, tu sais ce que je vais dire, je pense. On adore les exemples concrets, les conseils pour nos auditeurs. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement comment on fait tout ça, en fait, tous ces principes que tu nous as partagés? alors, d'abord, ça passe par la prise d'engagement. Parce que, alors je vais choquer parfois un certain nombre de gens en disant ça, c'est pas l'action de communication qui compte. Organiser une convention, une grande fiesta, un bon moment, une bonne table ronde, je dirais que c'est pas à la portée de tous, mais presque. Le vrai sujet, c'est quel effet mesurable toutes ces actions ont eu sur les différentes personnes que l'on a impactées. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la fonction communication n'est pas une fonction à part des autres fonctions de l'entreprise. Elle est une fonction à part entière qui doit démontrer sa performance. On peut parler de performance de communication au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Parce que si on ne mesure pas ce que la communication est capable de révéler, on ne crée pas de valeur. Hein. Moi, je me réfère souvent à ce que disait Niels Bohr, qui est l'inventeur de la physique quantique. Il disait ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Hein. C'est Assa El Hadary, qui est le patron du cabinet Occurrence, un cabinet dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un cabinet d'audit, un peu comme Ipsos, un peu comme tous ces cabinets, et qui avait mesuré les manifestations et qui divisait l'écart entre ce que disait la police et ce que disaient les manifestants. L'occurrence a dit, voilà, si on ne tombe pas sur un chiffre juste, on ne va jamais s'entendre et on sera dans une communication infinie qui n'aura pas de portée. C'est Donc, très pour arriver intéressant. à... Je t'interromps un instant ce que tu dis parce que les juristes ont le même problème de démontrer, tu sais, dès qu'on leur dit de trouver des KPI, tu sais, des Performance Indicators, Absolument. les juristes sont là, mais non, mais enfin, ça ne se mesure pas, c'est assez subjectif, notre travail, etc. Et en fait, si, ça se mesure de plein de manières, combien de contrats on a pondu, voilà, combien de procès on a évité, combien d'argent on a ramené, combien de brevets on a vendus. Et effectivement, il faut être capable pour prouver sa valeur. Et c'est vrai que c'est des fonctions, on a moins l'habitude de le faire, ça paraît moins tangible, mais en fait, il y a des moyens. Absolument. Donc c'est exactement ça, Pierre, parce qu'on est souvent dans l'illusion en fait qu'on fait bien les choses. On se quitte à la fin d'une réunion en disant bah, c'était bien. Voilà. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire c'était bien? Est-ce que c'était bien parce que c'était dans le temps qui était imparti? Est-ce que c'était bien parce qu'il y a eu du sourire? Est-ce que c'était bien parce qu'il y a eu du monde? On n'en sait rien, donc il faut mesurer tout ça. Ça nécessite un travail en commun avec souvent les DRH quand on est communicant et puis parfois les membres évidemment de la direction générale pour essayer d'intégrer le maximum de KPIs, comme tu disais Pierre, dans les baromètres sociaux ou dans les études ad hoc que l'on peut mettre en œuvre.
en intégrant des critères d'engagement, des critères d'adhésion des collaborateurs, des critères de compréhension de la stratégie. Et puis surtout, un critère qui m'est très important pour moi, c'est le lien que fait chacun des collaborateurs entre son activité au quotidien et la stratégie que l'entreprise lui raconte. S'il y a un trop grand écart entre ce que chacun vit dans son entreprise et dans son quotidien et par rapport à ce que l'entreprise lui raconte, on crée des doutes, on crée des ruptures, on perd en crédibilité et l'entreprise perd ses chances de pouvoir compter sur ses forces vives. Et c'est exactement la même chose vis-à-vis de l'extérieur. Une entreprise tient un autre discours en externe que ce que les collaborateurs vivent en interne, l'entreprise est directement en danger. C'est un sujet de marque et c'est un sujet de réputation. Je cite souvent Danone dans sa publicité, alors je crois que c'était pour le lancement d'un yaourt, qui disait: ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Moi, je rajoute: ce qui se fait et se dit à l'intérieur se voit et s'entend à l'extérieur. Et à l'heure du numérique, c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux. Toute communication, que ce soit de l'interne vers l'externe, mais de l'externe sur l'interne, se propage à la vitesse de la lumière. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention à réduire justement en permanence cet écart entre la stratégie et la perception des collaborateurs. Et puis ensuite et je vais conclure sur cette séquence-là, il faut avoir la modestie en fait d'affirmer que la communication n'est pas et ne doit pas être l'apanage des communicants. Je dirais que c'est une chose trop sérieuse pour leur en donner le pouvoir, et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'intégrer le partage de sens dans les pratiques managériales. Passionnant, on n'a pas fini d'en vouloir plus encore, Denis, et c'est pas fini. Parce que pour avoir préparé cette émission ensemble, Audrey, prépare-toi, parce que Denis va nous livrer tout à l'heure une anecdote, mais vraiment, vraiment croustillante sur un événement qu'il a organisé il y a quelques années. Donc, pour nos auditeurs, restez à l'écoute, parce que franchement, ça va vraiment être sympa. Et on Et parle pour beaucoup du fond, de la communication, mais n'oubliez pas, parce que puisque c'est moi qui fais la pub dans cette émission, n'oubliez pas qu'il faut aussi travailler la forme. Et pour travailler la forme, il faut faire les séminaires et travailler avec l'India le Sauvage. Tu ne le dis pas assez, on ne le dit pas assez, donc je le redis, qui fait des formations de prise de parole publique exceptionnelles. Et là, Audrey lève les yeux en disant, il n'a pas juste fait ça. Mais si, il vient juste de le faire. Non, parce qu'il s'en veut d'avoir fait sa pub tout à l'heure, donc il se Donc dit, maintenant, t'inquiète pas, la tienne va venir tout à l'heure, Audrey, ne t'inquiète pas. Ah, j'ai hâte. Merci, Pierre. Et puis je précise évidemment, mais je pense qu'avec Denis, on aurait abordé le sujet. Denis et moi, on travaille aussi ensemble pour des grands groupes, et c'est un vrai bonheur d'intervenir auprès de lui, parce que Denis, il va aller décortiquer le message du dirigeant, l'aider à se poser les bonnes questions et tout ça, et c'est plus que du sur-mesure, je dirais, et c'est ce que je te dis souvent, Denis, c'est de la haute couture, et c'est ensuite à moi d'aller travailler sur la forme de tout ce travail-là. Et c'est vraiment un vrai travail d'équipe, et on adore ça. Mais c'est pas fini. On fera notre pub après, Denis. Mais c'est pas fini, parce que tout ce que tu nous dis, finalement, quand on t'entend, ça semble évident. Ça semble, je dirais, facile, mais vraiment avec des gros guillemets. Mais comment fait-on encore? Parce que je sens qu'Audrey, elle en veut plus. Dis-nous tout, Denis. Ah, souvent, on a tendance à décorréler en fait la performance d'une équipe et le partage de sens. Et moi, je considère que c'est une erreur. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Hein. Et c'est assez facile de dire bah, c'est un problème de com, donc on va déléguer ça ou sous-traiter même, comme je l'ai entendu ça à la com, sous prétexte que le management est là pour faire tourner la boutique, qu'il n'a pas de temps à perdre avec, je dirais, les basses besognes. Alors que pour agir, chacun a vraiment besoin de savoir pourquoi il se lève tous les matins, pourquoi en un mot, et puis pourquoi en deux mots, au nom de quoi on agit. Hein. Et là, la ligne managériale doit vraiment se sentir totalement investie dans ce rôle de communication. Là aussi, c'est le travail du communicant que de convaincre le top management et la DRH de la nécessité de soutenir et d'accompagner les managers opérationnels en termes de formation, de soutien, de stimulation pour incarner et porter les messages stratégiques. Hein, le partage du sens est devenu un des éléments clés du management et doit être porté de manière fluide. On évoquait à l'instant la question du comment et de l'accompagnement des managers. Moi, je considère que ce que tu fais, Lindia, en termes d'accompagnement des managers, c'est jamais un investissement perdu pour l'entreprise. L'entreprise est toujours responsable de ce que ses collaborateurs n'ont pas compris. Donc, c'est vraiment un travail de forme et un travail de fond,
Et je pense que pour le coup, accompagner les managers dans leur rôle pour aider à faire en sorte qu'ils partagent le sens auprès de toutes leurs équipes est quelque chose d'extraordinaire et qui permet, en tout cas je l'ai vérifié, de réduire l'écart, hein, entre la stratégie et ce que vivent chacun dans leurs équipes au quotidien. Alors, C'est Denis, vrai que ah, pardon, juste, vas-y, Audrey, pardon. India, euh, India, pardon. il est perdu. Euh, oui, et une chose très juste aussi, c'est ce que tu disais, Denis, c'est l'écart entre ce que la com raconte, enfin, ce que la direction raconte et ce que vivent les collaborateurs. Et bien souvent, moi qui suis au courant de tout un tas de choses, parce que je suis externe aux entreprises avec lesquelles j'interviens, et bien souvent, effectivement, c'est pas la même histoire. Et non. Et, et- et c'est là où le danger pointe le bout de son nez, en fait, hein. C'est ce que tu dis, Denis, hein. Il faut être congruent. Alors, c'est un mot Ouais, barbare, mais ouais, ouais. c'est la cohérence totale, la pureté du propos. Et puis, je dirais, il y a un mot qu'on utilise trop peu, c'est la sincérité du propos. Il faut qu'on soit sincère. Je disais au tout début, même si on a des mauvaises nouvelles, il faut qu'on sache dire aux collaborateurs sur, par exemple, la trajectoire de l'entreprise, si ça va bien ou si ça va mal. Et si ça va mal, il faut mobiliser les troupes, pas foutre la trouille, mais arriver à faire en sorte que tout le monde se mette en mouvement et dans le bon sens pour redresser la barre. Voilà. Mm. Pierre, je te laisse poursuivre. Ouais, en fait, ce que je disais, c'est que je voyais leur tournée et que donc nous allons devoir passer aux chroniques. Donc, je voulais savoir si tu avais quelques petites choses à nous dire en termes de conclusion. Et puis, on verra le temps qu'il nous reste. On aura peut-être une ou deux questions supplémentaires pour toi Oui, après la chronique. oui, oui. Ouais, ben, pour conclure, moi, je reviendrai sur les deux croyances fondamentales qui a guidé mon propos, hein. La première croyance, c'est qu'il y a toujours ce dilemme entre le travail du communicant stratégique et la manière de partager le sens avec ce risque d'être confronté à une incompréhension. Donc, il faut arriver à jouer avec ça. Donc, on parlait tout à l'heure d'émotion, de sensibilité. Il faut savoir capter tout ça pour comprendre comment porter le sens. Et puis la deuxième conviction, mais vous l'avez compris, c'est que la bonne communication stratégique invisibilise totalement le communicant. On est dans l'ombre, hein, Lindia, tu le sais, on est des travailleurs de l'ombre, on est à l'arrière-scène et on met souvent en avant-scène et sous la lumière l'ensemble de la communauté managériale de l'entreprise. C'est ça notre vrai travail. Les pousser vers la lumière, c'est beau, hein? C'est ça. Entrer dans la lumière. C'est ça. C'est exactement ça. On est là pour ça avec Denis et à nous deux, on est encore beaucoup plus fort pour les C'est pousser vrai, loin devant. C'est vrai, hein? c'est vrai. Merci beaucoup, Denis. On a encore plein de choses à te demander et puis surtout cette anecdote incroyable que je veux absolument, tu ne partiras pas, on n'arrêtera pas cette émission tant qu'Audrey n'a pas entendu ça Ouais, parce moi, qu'il va absolument adorer. je trépigne d'impatience, du coup, j'ai très envie de savoir. Ouais, et puis Pierre aussi va adorer, franchement. Voilà, donc c'est moi qui couperai l'émission, promis, je sais ce que je veux entendre. Et tout de suite, on te retrouve juste après, bien sûr, Denis. Et tout de suite, on va lancer le jingle d'Audrey. Jingle! Get the fever. Merci pour ce jingle que j'adore toujours autant après 10 saisons. Aujourd'hui, encore une fois, moi, je vais vous parler d'une histoire de recrutement, un de mes recrutements pour le coup, et un peu particulier celui-là, comme tous d'ailleurs. C'était dans une start-up qui fonctionnait en 100% en remote. Et je vois déjà Pierre qui se dit, ça me dit quelque chose. Tu vas voir, je pense que tu sais de quoi je vais parler. Donc, quand j'ai été mandatée pour ce recrutement-là, une juriste avait été en fait recrutée 2 ans auparavant pour créer la fonction juridique. Cette juriste a été très junior, elle avait fait qu'un CDD avant de rejoindre l'entreprise en question. Malgré tout, c'était une pépite, et c'est toujours une pépite d'ailleurs, parce qu'elle avait à l'époque beaucoup travaillé, elle avait structuré les bases avec voilà, toute la croissance de l'entreprise, elle avait monté tout ce qu'il fallait faire pour répondre aux enjeux juridiques, mais elle ne pouvait pas gérer toute seule, ni en termes de temps, ni en termes d'expertise, c'était un peu compliqué pour elle. Et le fondateur, il a été d'accord pour recruter une autre personne, mais pas n'importe comment. Et il voulait à l'époque un profil de directeur juridique qui viendrait manager la juriste en question
tout en veillant à ce que cette dernière reste en poste. C'était vraiment un enjeu primordial pour lui, parce qu'elle faisait un excellent travail, que ça se passait très bien et que l'équipe, elle tenait vraiment à elle. Donc c'était une très bonne idée. Il a décidé, ils ont tous décidé d'ailleurs, de l'impliquer dans le recrutement. Et ça, c'était vraiment très malin pour le coup, parce que qui mieux qu'elle pouvait évoluer si ce futur directeur juridique ou directrice juridique pourrait vraiment apporter quelque chose à l'entreprise, à elle aussi. Est-ce que le binôme fonctionnerait bien? Parce que ça arrive assez souvent parfois, moi, que je recrute des directeurs juridiques, et malgré mes conseils, ils ne rencontrent pas les équipes, ce qui est quand même assez compliqué. Donc là, la juriste en l'occurrence, a pu participer au recrutement. Donc évidemment, les membres du CODIR, hein, je vous rassure, étaient aussi impliqués quand même dans le recrutement. C'était pas uniquement la juriste, mais elle aussi a fait passer les entretiens. Elle a évalué les candidats sous deux angles. D'abord la compétence technique, bien sûr, voir, enfin, même si elle était junior, elle pouvait quand même voir si la personne pouvait apporter plein de choses au niveau technique à l'entreprise, mais aussi sur la manière de travailler avec elle en binôme et aussi la compatibilité avec la culture du 100% remote. Donc il y a des enjeux déjà vraiment assez particulier dans cette entreprise. Parce que travailler à distance, c'est quand même pas donné à tout le monde, et manager à distance encore moins. Et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des profils à l'aise avec ça. J'ai naïvement pensé que ce serait très facile, que tout le monde voulait travailler sur la plage à l'autre bout de la France. Et ben en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui en fait voulaient être attachés à un siège pour le coup, donc c'était pas forcément évident. Après plusieurs rencontres, je vous épargne toute la chasse de candidats, la présentation de candidats. Il y a le match qui a été trouvé, le bon match pour le coup, avec Selma, du coup, cette directrice juridique-là, qui a été recrutée. Le binôme a bien fonctionné pour le coup. Donc, c'était vraiment une belle réussite pour trouver la bonne personne. Et ça, c'était vraiment important pour moi de le souligner, c'est qu'il faut aussi impliquer les bonnes personnes dans le recrutement. Et ça, c'est vraiment pas toujours le cas, pour être honnête avec vous. Donc, c'était important pour moi de le mettre en avant. Donc, impliquer les bonnes personnes, parfois, c'est aussi impliquer les N-1. Et c'est pas toujours ce qui est fait. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Donc, la leçon du jour, c'est que une embauche, c'est pas qu'une question de compétences techniques. Et ça, avec le temps, je le répète quasiment à chaque émission. Donc, j'aime bien le répéter. Pour le coup, vous savez ce que j'en pense. L'adéquation humaine, c'est aussi la compatibilité des modes de travail et d'implication des équipes aussi. C'est vraiment essentiel pour assurer que l'intégration après, elle se passe au mieux. Et j'ai vu que Denis, tu citais aussi beaucoup, et j'adore les citations, et ça, Pierre et Lydia, vous le savez. Donc là, évidemment, j'en ai trouvé une. C'est une citation d'Andrew Carnegie, qui est un industriel et philanthrope du 19e siècle. Voilà, je l'ai cherché, hein, j'ai pas pondu cette citation toute seule pour le coup, qui a dit Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de situations, et notamment à celle-ci. C'est-à-dire que on a vraiment considéré cette juriste parce qu'on a voulu qu'elle reste aussi en place, et on a voulu l'impliquer dans ce recrutement-là. Et là, appliqué à cet exemple, un recrutement qui est bien mené, c'est avant tout une histoire d'équipe et de confiance. Et c'est un très bel exemple que j'aimerais partager et qui soit utile à toutes les entreprises qui voudraient recruter. Pensez bien aux bonnes personnes à impliquer. Voilà pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. Eh bien, voilà, encore une chronique qui fera réfléchir beaucoup de monde, je l'espère, C'est pourvu qu'on tellement soit, vrai. pourvu Et qu'on soit écouté. Et c'est tellement juste, bien entendu. Et je le vois trépigner d'impatience parce qu'il sait qu'après la chronique d'Audrey, ça va être son tour. Il est comme un enfant. Il s'appelle Pierre Landy. ouais, Et elle a on va complètement lancer pété un câble le aujourd'hui. L'India, on l'a perdu. On a perdu l'India. Voilà, chers amis, chers auditeurs, nous l'avons perdu. non, mais Mais c'est toi qui convoque. c'est ça, Et, je convoque, c'est bon. Alors, convoquons, convoquons. oui, vas-y et You lance-nous ce do. jingle. Disco 103, Disco 103, Disco 103, Disco 103. Vous m'avez manqué, là, je faisais un peu le totem de koh qui danse sur mon jingle. Ça y ressemblait assez. Bref, manager sans budget, est-ce que c'est mission impossible? Eh bien, si vous pensez que la motivation et la fidélisation passent forcément par des primes et des augmentations, mauvaise nouvelle, ce n'est pas toujours possible. Mais bonne nouvelle, il existe des leviers simples, gratuits, efficaces pour garder vos équipes engagées et motivées sans pour autant exploser le budget. Alors, je vous donne 6 stratégies aujourd'hui, rapidement, parce que sinon je vais me faire descendre par mes camarades.
Mais en tout cas, il y en a 6. Un, célébrer les petites et grandes victoires. Si je vous dis reconnaissance, vous pensez sans doute argent. Wrong. Un merci sincère a parfois plus d'impact qu'une prime, parce qu'un collaborateur qui ne se sent pas reconnu finit par se désengager. Et vous pouvez faire ça de manière très simple, des félicitations publiques, 2 minutes en début d'une réunion ou d'un all hands pour mettre en avant un travail bien fait, ou un email personnalisé, pas juste un bien joué, mais un message détaillé sur l'impact concret de son travail. Chez Yahoo, on avait mis en place les Legal Eagle Awards avec une reconnaissance trimestrielle et puis des récompenses sur mesure, un spectacle pour deux, un dîner pour deux, etc. Deux, offrait de la flexibilité et de l'autonomie. En 2025, le temps est devenu un avantage concurrentiel. Les entreprises qui l'ont compris attirent et fidélisent mieux que celles qui ne jouent que sur le salaire. Donc pourquoi ça marche? Eh bien parce que la flexibilité horaire aujourd'hui, c'est aussi important que la rémunération pour certains. Donc plus d'autonomie, c'est plus de motivation, plus de responsabilisation. Alors là, on peut imaginer le télétravail à la carte. Évidemment, ça dépend des entreprises, ça dépend des accords, etc. Mais voilà, des horaires aménagés, des journées sans réunion, où justement tout le monde peut se concentrer, travailler sur des projets de fond. Et d'ailleurs, Cisco a adopté une politique de flexibilité totale et la productivité et la satisfaction sont en hausse. Numéro 3, encourager le développement personnel. Un employé qui apprend va rester plus longtemps. Donc, un collaborateur qui va progresser dans ses compétences et qui sent qu'on investit sur lui a moins envie d'aller voir ailleurs. Donc, pas de budget pour des augmentations, mais peut-être un petit budget pour une formation de prise de parole en public, par exemple. Eh bien, ça peut suffire et ce n'est pas quelque chose qui va se renouveler chaque année, comme un salaire qui, lui, va revenir chaque année. Donc, voilà. Et puis, sinon, ça peut être aussi un programme de mentorat interne. Ça peut être des formations gratuites. Ça peut être, encore une fois, des formations externes ciblées. Donc voilà, là aussi, très important de penser à ça. Numéro 4, créer des moments de convivialité. Un bon climat de travail va fidéliser potentiellement autant qu'un gros salaire. Plus les liens sociaux sont forts, moins on a envie de partir ailleurs parce que l'herbe est peut-être verte ailleurs, mais on ne le sait pas toujours. Et donc, un environnement agréable, ça va booster l'engagement, ça va réduire le stress. Alors, ça peut être un déjeuner pardon, d'équipe régulier, des petits after-works à petit prix, on va boire la petite bière à côté, le café du matin ensemble, le croissant du lundi, que sais-je. Il y a chez Google les Thank God It's Friday Meetings qui sont assez connus pour justement insister sur cet aspect social collaboratif. Évidemment, numéro 5, donner du sens au travail. Un job qui a du sens, pour lequel on se sent particulièrement engagé, eh bien, c'est un job qu'on ne quitte pas. Et quand on sent qu'on a un réel impact, eh bien, on est nécessairement plus investi. Donc, peut-être offrir des journées solidaires, des jours payés pour participer à des actions caritatives. Je me souviens, à Disneyland Paris, j'étais parti rénover une ferme pour des enfants qui étaient accueillis pendant les vacances. Voir Pierre Landy bêcher le jardin, je vous assure que c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, mais j'ai planté des carottes, effectivement, dans une journée solidaire, dans le cadre de ce qu'on appelait les Volunteers, les oreilles de Mickey. EARS. Et sixième conseil, eh bien, solliciter et puis valoriser les feedbacks. Un employé écouté est un employé qui reste. Ça montre qu'on prend en compte leurs besoins, ça évite les frustrations silencieuses. Donc, c'est évidemment les sondages anonymes annuels, des groupes de discussion, mais surtout, vous savez, tout simplement le café, faire du skip level, passer, ne pas parler qu'à vos N-1, mais descendre dans la hiérarchie, discuter avec tout le monde. Je pense qu'Audrey, qui est une excellente chasseuse de tête et qui, si vous cherchez des juristes à recruter dans votre entreprise, je vous conseille d'aller chez Fed Legal, fin de la page de publicité. Audrey ne me fera pas mentir si je lui dis que la raison numéro 1 pour laquelle les gens partent, ce n'est pas le salaire, c'est le manager direct. C'est la raison numéro 1 avant le salaire. Donc, vous avez plein de choses à faire. Donc, vous l'avez vu, on n'a pas besoin d'un gros budget pour fidéliser et motiver son équipe. Un petit peu de créativité, de bon sens, de magie, de reconnaissance, de flexibilité. Voilà, tout ça, ça fonctionne et ça va vous permettre, sans dépenser des fortunes, de fidéliser et motiver votre équipe. Merci. Formidable, Pierre Landy. Il a tenu ses 4 minutes et il nous donne plein de conseils très pertinents pour une année où on va Et, devoir faire des et quasi une économies. page de pub, tu vois, il y a même un product placement dans ma chronique. Formidable, Ah, donc, formidable. Et en plus, vraiment, en 2025, les entreprises vont devoir, on le sait, faire des économies. Donc, c'est tout à fait bienvenu, Pierre. Tu es formidable. et Audrey, tu en penses quoi de ce que j'ai dit?
Oui, eh ben, je suis d'accord. Pas forcément avec la page de pub, même si n'hésitez pas à faire appel à Fed Légal et à ma super équipe, évidemment. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et pour tout te dire, il y a une directrice juridique que j'ai bien en tête et dont je partage souvent la bonne pratique. C'est une directrice juridique, ça remonte à quelques années, mais je sais qu'elle le fait toujours. Elle n'avait pas du tout de budget pour célébrer les choses dans son, voilà, ni forcément pour augmenter. Et en fait, elle avait instauré, je crois que c'était au niveau mensuel. Du coup, avec son équipe juridique, c'était le petit déjeuner de la direction juridique. Pour le coup, elle mettait en valeur à chaque fois un jury de son équipe. Donc, ça coûtait pas grand-chose, juste du café, du thé, quelques croissants. Et on sait très bien que les croissants, ça attire toujours pas mal de gens. En tout cas, moi, pour le coup. Et toi aussi, Pierre, du coup. Et en fait, c'était vraiment quelque chose qu'elle mettait en place déjà pour des raisons de budget, parce que c'était pas très cher pour le coup. Ça mettait vraiment en valeur au moins un membre de son équipe à chaque fois sur comment en fait le ou la juriste avait participé à un projet en particulier. Et en plus, ça faisait la com de la direction juridique. Donc, c'était hyper bénéfique pour tout le monde. Et c'est un conseil que j'aime bien donner à d'autres directeurs juridiques. Donc, je trouve ça très, très bien quand il n'y a pas de budget. Il y a des choses à faire pour fidéliser les équipes, pour les mettre en avant. Ça, c'est évident. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Et d'ailleurs, chez Fait Légal, on a fait plusieurs fois une étude sur la fidélisation des juristes. Et justement, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui s'est révélé. Le plus souvent, ce n'est pas l'argent pour le coup, c'est vraiment le manager. Et l'argent vient pas souvent en premier. J'ai des personnes à mon entretien qui me disent en fait, j'adore ma société, j'adore mon entreprise, euh, tout se passe bien, mais on m'a changé de manager. Ou voilà. Et souvent, c'est peut être une raison assez importante pour vouloir bouger. Voilà. Et c'est pas forcément l'argent. Merci beaucoup et c'est tellement vrai, évidemment. Merci Audrey, merci à tous les deux pour vos chroniques et on retrouve notre ami Denis Francillon. Je vous l'ai promis tout à l'heure avant, je sais qu'Audrey a des questions encore pour Denis, mais je vous l'ai promis, hein, on a fait un teaser tout à l'heure. Tu as un événement, alors là on parlait de petit budget, mais il y a aussi des événements à gros budget. Et ça, Denis, on a fait beaucoup, des gros événements de communication. Et il y en a un qu'il a organisé il y a quelques années. Et Denis, je te laisse raconter ce que symboliquement cet événement a pu créer. Pierre, ouvre grand tes oreilles. Alors, ce qui est marrant, c'est que Pierre m'a cité à parler de la forme. On sera en plein dedans. Donc, oui, il y a quelques années, j'ai organisé une grosse convention pour les managers de la région. Donc, c'était un bon millier, peut-être deux, de managers réunis dans un grand palais des congrès en province. Et on s'adressait au cadre et on s'adressait à la motivation, à la mobilisation de l'ensemble de la ligne managériale. Et donc, j'avais trouvé un décorateur qui m'avait plutôt inspiré. Et on avait décoré une scène extrêmement large. C'était un grand palais de congrès avec des cadres de tableaux. Certains étaient dorés, certains étaient patinés. Dedans, il y avait de beaux écrans audiovisuels pour présenter tout ça. C'était merveilleux. Il y avait une allure de scène formidable, très inspirante. Et j'étais très content, effectivement, de cette analogie entre les cadres suspendus, les cadres sur scène et les propos qu'on portait. Sauf qu'à un moment donné, les cadres se sont cassés la figure. J'ai un cadre immense qui est tombé sur scène, patatrac, un boucan, une trouille totale parce qu'on a failli décapiter du monde sur les chauffeuses. Et en fait, le symbole était catastrophique. C'est-à-dire que la dynamique de la réunion était géniale, mais tout d'un coup, effectivement, tout était foutu par terre. Les cadres, non seulement étaient là, mais en plus, on était capable de les décapiter et de les faire tomber par terre. Donc, c'était une catastrophe totale, ce qui prouve qu'on fait un métier qui pousse à l'humilité, hein. Et bon, effectivement, on n'a pas trop tenu rigueur. Le Palais des Congrès s'est excusé, il y a eu un problème de sécurité évident. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ce souvenir assez atroce d'une symbolique positive qui s'est transformée en capharnaüm. C'est assez Et, génial, mais je suis sûr que tes juristes ont dû se régaler derrière du petit courrier au Palais des Congrès. Ils ont Ah, dû je un te moment garantis, délicieux. j'ai eu la gratuité de la totalité du lot technique Je sur cette n'en doute convention, pas. ce qui était une très très belle économie pour faire d'autres choses intéressantes. Dont les et, juristes, j'espère, se sont prévalus en tant que KPIs. Absolument, absolument, exactement. Ouais, c'est C'est ça, ça. on est dans le sujet. Et Denis, ouais, comment on s'en sort dans un événement comme ça? Est-ce que du coup, ton conseil, est-ce que c'est de passer outre, de faire une blague? Ah Quels ben sont non, les il conseils? y a la petite blagounette qui permet effectivement de passer à Ouais. autre chose. Et puis évidemment, après, on enchaîne, hein. On ne va pas Mhm. rester effectivement sans s'étendre là-dessus. Bon, les gens, effectivement, se sont au bout d'un moment détendus et on est revenu dans la ligne droite des choses. Mais c'est vrai que oui, ça crée un petit moment de solitude, on va dire ça comme ça. Ouais, je vais me croire. Merci. C'est très imagé aussi, donc on imagine bien les scènes. Oui.
Denis, j'avais une question pour toi que je voulais te poser tout à l'heure, mais du coup, je la pose maintenant. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre l'information et la communication. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence et quelle est-elle? Oui, alors moi-même, je fais l'amalgame, hein. C'est un mot qui est compliqué, le mot communication, le mot communicant, et pourtant il a un vrai sens. C'est un mot devenu un mot générique. On dirait maintenant un espèce de mot valise, un espèce de raccourci, alors qu'il y a une véritable différence entre l'information et la communication. L'information, ça passe par un moyen d'intermédiation. Alors ça peut être une circulaire, un papier, une affiche, un mail, un écran, un journal, un podcast, peu importe. Bref, c'est un véhicule, qui soit classique, physique ou numérique, qui porte une information, c'est ce qu'elle veut dire. En revanche, quand on parle de communication, on a besoin d'un feedback. On est dans une relation interpersonnelle, on est dans de l'humain. On engage une relation, un échange de manière organisée. On parlait, tu évoquais tout à l'heure les rencontres avec les équipes pour présenter un collaborateur, présenter un projet. On peut ritualiser ces rencontres. Et la communication est là pour inciter à ritualiser ces échanges humains. Et donc voilà, il ne faut pas se limiter à de l'information qui est pour le coup à la main des services de communication. Il faut aller vers la communication et le service communication d'une entreprise ou d'une organisation ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il a besoin de ces relais fondamentaux que sont les managers pour partager le sens à distance. Et donc, il faut créer les conditions pour ça, les conditions de la mise en œuvre sur le temps et le lieu de travail si possible, en sanctuarisant du temps et puis en créant ces fameux rituels de rassemblement des équipes. Et puis, si possible, doter les managers des éléments de fond, des outils de partage de sens et puis des outils de mesure en essayant de formaliser. On revient à ce qu'évoquait Pierre sous forme de KPIs, des outils de mesure sur le nombre de personnes qui ont été réunies, sur les questions éventuelles qui ont été posées, sur le besoin d'approfondir tel et tel sujet. Il faut absolument se lancer dans cette dynamique-là, autrement on passe à côté d'un bel exercice et d'un exercice humain qui motive les équipes et ça coûte vraiment pas cher. Si on a un petit café et quelques croissants, ça marche très très bien. On y revient Merci, toujours au Denis. croissant. Voilà, on y revient toujours. Et au Voilà. pain au chocolat. Dernière question, Denis. Une fois qu'on a le sentiment que l'organisation est prête, que les principes sont compris et que la communication maîtrise le sujet, qu'est-ce qu'on fait? On se jette à l'eau? Oui, je dirais qu'il faut jeter à l'eau. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour y aller, hein. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, à force de conviction. Et puis, on part évidemment de la formulation du sens. C'est un vrai processus de maïeutique auprès des dirigeants, auprès des équipes. Moi, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux écrire un récit pour éviter de raconter des histoires. Si les choses ne sont pas construites, si elles ne sont pas pensées en amont, les gens le ressentent. Donc, on a ce vrai travail que tu évoquais tout à l'heure, d'écriture, de réécriture. C'est parfois très frustrant parce qu'on met à la poubelle des tonnes et des tonnes d'heures de travail jusqu'au moment où on a le sentiment d'avoir le bon récit et le récit le plus juste pour porter le message que l'entreprise souhaite diffuser. Voilà, donc c'est pas la peine d'avoir un récit stratosphérique, hein. Moi, je dis souvent qu'un discours stratégique doit être accessible, il doit reposer sur des faits, il doit décrire un contexte, il doit partir du réel pour porter une vision, hein. La vision n'est pas forcément quelque chose de totalement désincarné. Il faut de toute façon impliquer l'auditoire, lui démontrer tout l'intérêt des progrès, des changements qu'il faut entreprendre pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est un exercice de projection et c'est un exercice de conviction en partant d'une vraie ambition et puis en la projetant dans le temps et en s'appuyant sur une communication de preuve avec, si possible, et là on revient à la question des rituels, des jalons. On prend rendez-vous. Je vous explique aujourd'hui la stratégie de mon entreprise, mais je vous dis rendez-vous dans 2, dans 3 mois, dans 6 mois pour en reparler, ce fameux moment opportun, hein, ce fameux kairos qu'il faut reconsidérer pour dire les progrès qui ont été réalisés, partager les victoires, mais aussi dire s'il y a une divergence par rapport à la trajectoire que l'entreprise s'était fixée. Moi, c'est quelque chose que j'ai testé dans des équipes de 3, 5, 10 personnes. Et puis, c'est quelque chose que j'ai testé auprès d'équipes de plusieurs dizaines de milliers. Dans une entreprise à réseau, vous imaginez bien que c'est comme ça que ça se passe. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la forme de l'organisation,
je peux vous garantir que ces quelques principes fonctionnent. Merci beaucoup, Denis. Je crois que ça va intéresser tous nos auditeurs, nous tous les trois, ça c'est une certitude, et puis aussi nos auditeurs, nos amis juristes, parce que comme on le disait, bien sûr qu'on a besoin, on a tous besoin d'avoir des piqûres de rappel et de bien comprendre ce qui se joue derrière la communication. J'ai beaucoup aimé travailler un récit au lieu de raconter des histoires. On pourra le citer. Maintenant, je citerai une citation de Denis Francillon. Hein, ça t'a plu, ça, Audrey, je suis sûre. Ouais, j'adore les citations. Je suis sûre qu'elle l'a écrite aussi. Tu vois, quand ce sera plus ton émission, on te citera, Denis. Ben, ce sera avec bonheur. Un petit mot pour terminer, Pierre. On t'a pas assez entendu, je dirais, sur la dernière minute. Non, je disais que j'étais prêt à lancer le jingle. Je suis à ta disposition. Vous savez, mesdames, je ne vis que pour vos désirs sans désordre. Bon, Denis, on était ravis en tout cas de te recevoir sur notre plateau. Ça fait longtemps qu'on avait envie de te recevoir. Donc, merci encore pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, tous ces récits, ces anecdotes et puis ces conseils tellement judicieux. On essaiera voilà, de les dévoiler tout autour de nous grâce à Legal Club Sandwich. N'est-ce pas, Audrey? Tout à fait, Lindia. C'était Un un petit mot plaisir en pour, tout cas. un petit mot, Denis, pour terminer. Je vous remercie infiniment. Enfin, tout ça, c'est une question aussi de bon sens, hein, Oui. à partager. En tout cas, merci infiniment de ce très bon moment de partage avec vous et à très bientôt. À très bientôt et puis on se retrouve dans 15 jours, comme vous le savez, avec un nouvel invité dont je ne dévoilerai pas le nom. Je n'ai pas le droit, c'est comme ça. Et Pas de voilà, il faut nous communication suivre. Il faut nous sur suivre sur les réseaux. le prochain invité. Vous le saurez évidemment sur les réseaux, puisque Pierre, de toute façon, est partout sur les réseaux. Donc vous tapez Pierre Landy et vous serez au courant de tout ce qui se passe, même pour le Legal Club Sandwich. Merci Denis, à très bientôt. Merci Audrey, merci Pierre et jingle. Jingle. See the money won't stay.